Bienvenue dans Chien dans l'âme, le podcast dédié à tous les passionnés des chiens. Je suis Priscilla, fondatrice de Doggymotion, ta référence fun et ludisme au service de la relation avec ton chien. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes conseils et mes astuces pour mieux comprendre ton chien au quotidien. Ensemble, nous explorerons comment mieux communiquer et interagir avec ton fidèle ami pour une relation harmonieuse et épanouie. Si tu souhaites soutenir le podcast et m'aider à continuer à te fournir ce contenu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et ou de commenter. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi te procurer mon e-book 10 tricks faciles, fun et utiles à apprendre à ton chien, à prix tout doux. A tout de suite pour ce nouvel épisode de Chien dans l'âme. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien parce que je t'enregistre cet épisode en début de semaine et je viens de passer un week-end à profiter du soleil et ça m'a fait le plus grand bien. J'espère que tu as pu en profiter toi aussi. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des promenades parce que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions et qui est vraiment majeur et central pour nos chiens au quotidien et pour lequel on voit souvent beaucoup d'injonctions de « il faut » au minimum tel nombre de minutes de balade pour tel âge de chien. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais quand tu prends un chiot et que tu te renseignes un petit peu sur le net, tu tombes rapidement sur des tableaux qui disent voilà, à 3 mois, mon chiot a besoin de tel nombre de minutes de balade, et à 4 mois, il y a 5 minutes de plus, et à 5 mois, il y a 5 minutes de plus, et etc., etc., etc. Et personnellement, dans mon expérience, avant même d'avoir eu mon premier chien, je m'étais vraiment engagée envers moi-même en me disant « Bon, tous les jours, si tu prends un chien précis, il faut absolument que tu le promènes au minimum 1 heure par jour et que tu varies tous les jours l'itinéraire, quelle que soit la météo. » C'était vraiment un gros engagement que je m'étais pris envers moi-même avant même l'arrivée de Gandalf. Et pourtant, dans mon expérience avec Gandalf, donc j'ai fait ça pendant des années, je m'étais vraiment mis une grosse pression par rapport à ça. Et puis un jour, je suis tombée sur un post, je sais plus, sur internet, qui parlait des balades où on laissait le choix au chien. C'était des balades, je sais même plus comment ça s'appelait, des balades libres, je crois, où le principe, en fait, était que on laissait vraiment le chien prendre toutes les initiatives sur l'itinéraire de la promenade, et donc on lui laissait aussi le choix de faire demi-tour au moment où il le désirait. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai observé quelque chose de très intéressant, c'est que Gandalf, en fait, il prenait tout le temps le même chemin, et c'était le chemin le plus simple en fait. Le petit tour du pâté de maison, et puis on rentrait après quelque chose comme 45 minutes de balade, alors que moi je m'amusais tout le temps à changer d'itinéraire, lui il prenait tout le temps le même chemin. Et plus tard, avec Leia, j'ai même pu observer que elle, quand il faisait mauvais, quand il pleuvait ou des choses comme ça, c'était la première à faire demi-tour, à demander à rentrer, et même si moi je me tournais légèrement vers le chemin du retour, elle courait, limite elle tirait sur la laisse pour rentrer. Donc en fait, quand il faisait mauvais, elle avait vraiment besoin que du strict nécessaire, et elle était la première à vouloir se remettre dans son petit confort de chienne canapé. Et pourtant, Leia est une chienne de travail. Je me souviens un jour, il y a eu une de mes élèves qui m'a expliqué que elle se sentait très coupable, elle avait très honte de me dire qu'elle n'avait pas promené son chien un jour parce que elle avait eu une journée horrible, elle était épuisée et elle avait vraiment pas la tête à aller promener. Et pour se faire pardonner, entre guillemets, elle avait proposé des activités masticatoires à son chien. Et elle avait en fait été très étonnée de voir que son chien l'avait très bien vécu. Malgré que son chien avait un besoin d'activité qui était assez grand, elle n'avait pas été plus énergique qu'un autre jour, et elle avait bien profité de sa mastication, il n'y avait vraiment pas eu de souci par rapport à ça.
En fait, je pense que l'extérieur nous met une pression par rapport aux balades qui est inutile et trop rigide. Je pense que le besoin des chiens, il dépend vraiment déjà de l'individu et de qu'est-ce qu'il a autour des balades. Si c'est un chien qui ne fait rien du tout et que vraiment la balade c'est le seul moment où il fait quelque chose, évidemment que ne pas avoir de balade, ça va être difficile à vivre pour lui. Par contre, si c'est un chien qui régulièrement a d'autres activités, que ce soit de la mastication ou des jeux olfactifs, de la recherche de nourriture dans le jardin par exemple, ou simplement via son repas si il a un repas qui se fait dans une gamelle anti-glouton ou que ses croquettes sont réparties dans le jardin, toutes ces activités olfactives vont être des activités qui vont l'aider au quotidien à réguler son besoin d'activité. Et du coup, si on en donne un peu plus le jour où il n'y a pas de balade, ben finalement, c'est pas problématique de ne pas avoir promené absolument tous les jours. Et je pense même que c'est sain, c'est très sain en tant qu'humain, en tant que gardien de chien, de pouvoir s'autoriser à dire « Aujourd'hui je suis trop fatiguée, je ne vais pas pouvoir faire cette promenade et je préfère ne pas la faire » parce que dans ces cas-là, si on se force, ben on peut devenir injuste par rapport à notre chien et être impatient et être irritable. Et du coup, c'est une balade qui va pas être constructive, productive ou même agréable pour le chien potentiellement. Oui, la balade est un besoin pour le chien, mais nous aussi, on a des besoins. Et au quotidien, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux besoins. Si un des deux a un besoin qui est trop fort, on peut le contrebalancer d'une autre façon potentiellement. Ici, le chien de mon élève avait un besoin d'activité, mais il a été assouvi par de l'activité masticatoire, et donc son chien n'a pas souffert de ne pas avoir eu de promenade, et elle a pu répondre à son besoin qui était de repos. Et bien sûr que des chiens qui manquent de balade, qui manquent d'activité en fait, c'est pas vraiment manquer de balade directement comme je viens de te l'expliquer, ce besoin peut être assouvi autrement. Mais bien sûr qu'il y a des chiens qui ont ce besoin qui n'est pas complètement rempli et qui donc auraient besoin de plus. Mais ce que j'observe moi, de manière générale, dans moi, mon quotidien, mon univers, mes élèves, c'est que on surestime un petit peu le besoin des chiens et en fait, on ne perd rien du tout à s'autoriser à faire un peu moins. Et parfois, c'est même le risque inverse qu'on peut avoir en fait à promener trop. C'est qu'on peut créer un besoin qui est trop grand chez nos chiens. À force de les promener trop par rapport à leurs besoins, on peut les surstimuler et obtenir d'autres problématiques en fait par rapport à ça. Avoir des chiens qui du coup se retrouvent habitués à avoir trop et qui donc ont du mal à avoir moins un jour. Donc c'est toujours une question d'équilibre entre les besoins du chien et les besoins de nous en tant qu'humains, mais ces besoins, ils sont déterminés non pas par la race ou par le fait que c'est une lignée de chiens de travail, mais bien par l'individu. C'est vraiment observer l'individu en tant que tel. Des border de travail qui n'ont pas besoin d'une activité qui est énorme, ça existe aussi. Il faut vraiment voir, en fonction de l'individu, toi, ton chien, de quoi est-ce qu'il a besoin. Je fais une petite pause dans mon épisode afin de te parler de mon programme Hocus Focus, qui a enfin ouvert ses portes. Hocus Focus, c'est un condensé de tout ce qui me semble essentiel afin de développer le focus de ton chien au quotidien. Tout ce qui m'a permis, avec Gandalf, mais aussi avec Leia plus tard, et aussi à mes élèves, de gérer toutes les distractions de notre environnement, avoir un super rappel et un suivi naturel de mes chiens en balade. Il s'agit vraiment du noyau central pour développer la relation avec ton chien. Si tu as envie d'embarquer avec nous, je te mets le lien vers le programme en description.
Et il faut aussi prendre en compte qu'est-ce qu'il y a dans ta balade parce que une balade où le chien va juste utiliser son nez et sentir toutes les odeurs, avoir le temps de sentir chaque brin d'herbe, ça va être en fait tout autant, voire même parfois plus fatigant qu'une balade où tu vas courir avec ton chien ou que lui va courir tout seul après sa balle par exemple. Avec Léa, j'observe souvent ça. Si je vois qu'on va promener et qu'elle passe les 20 premières minutes à sentir très attentivement chaque brin d'herbe, je sais que la balade, elle va pas être longue parce que elle va utiliser beaucoup son flair au début de la balade et intensément et ça va la fatiguer énormément en fait. A contrario, si je joue avec elle, elle va un petit peu se déconnecter de son besoin réel et être tellement stimulée par la balle qu'elle va plus s'écouter. Et donc c'est moi qui vais devoir mettre un stop parce que si je joue jusqu'à ce qu'elle me dise « j'ai plus envie de jouer », on s'arrête jamais en fait. Et c'est parce que c'est quelque chose de très excitant pour elle. Elle aime beaucoup ça, mais quand elle commence à jouer, elle n'est plus capable de dire « stop ». Elle est en roue libre sur « encore ». Et si je m'arrête pas moi à un moment, en fait, elle va risquer de se blesser. Donc la fatigue de la balle, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et c'est un besoin chez elle, mais c'est une fatigue qui est biaisée potentiellement par rapport aux besoins réels du chien. J'entends souvent des gens me dire « oui mais mon chien, il veut jouer, il a jamais assez de jeux de balle ». Eh bien en fait, oui, effectivement, ça peut arriver parce que le chien est tellement excité par cette balle qu'il n'est plus capable d'entendre ce que son corps lui envoie comme message. Et donc peut-être que c'est intéressant de forcer un petit peu le stop quand on voit que son chien fatigue. De ce point de vue-là, la fatigue liée à une activité olfactive est souvent beaucoup plus intéressante. Et plus saine aussi. Donc on pourrait être tenté de dire que tout est question de compromis, mais j'aime pas ce terme compromis parce que j'ai toujours l'impression que ça implique qu'il y a une des deux personnes qui doit prendre sur lui et qu'on n'écoute pas le besoin. Mais en fait, je préfère dire en tout cas que c'est une question d'équilibre vraiment entre les besoins du chien, ses besoins réels en tant qu'individu propre, et toi en tant que gardien de ce chien, tes besoins d'humain, quel qu'il soit, hein, vraiment, ce jour-là, et trouver un équilibre entre les deux. Et même s'il y a un des deux qui a peut-être pas à 100% son besoin qui est assouvi, ben il faut pas le voir au jour le jour, mais te dire par exemple, ben demain il aura un peu plus d'activité, donc ça contrebalance, et voir l'équilibre sur une durée un petit peu plus longue. Et surtout ne pas t'auto-flageller quand tu te retrouves dans des situations comme ça. Parce que écouter tes besoins, ça fera en sorte que toi, tu sois plus juste avec ton chien parce que tu seras dans de meilleures dispositions au moment où tu sortiras avec lui. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre à observer ton chien pour pouvoir déceler c'est quoi ses besoins à lui, c'est quoi les signes de fatigue qui montrent quand il est en fin de balade, qu'est-ce qui me fait me dire « ah, là, il fatigue ?» et quels sont ses besoins à lui. Du coup, à force d'observer ces signes, tu vas pouvoir voir quels sont ses besoins réels. Et je t'invite à te reposer plutôt sur tes observations à toi que sur des standards que tu verras sur Internet ou n'importe quelle source externe. L'extérieur nous donne des pistes, mais la solution la plus juste vient de l'observation, de ton observation personnelle et de ce que tu vis avec ton chien au quotidien. Et voilà qui conclut cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que tu en auras pensé et quels sont, toi, les signes que tu observes chez ton chien. Si tu as écouté jusqu'au bout cet épisode, je t'invite d'ailleurs à mettre un petit « balade » en majuscule en commentaire. Ça me fera super plaisir de voir que
que tu auras été attentif jusqu'à la fin. Et je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Prends bien soin de toi et de tes 4 pattes.